T'as déjà eu l'impression que ton image te reflétait plus vraiment? Si oui, moi aussi, et c'est pour ça que j'ai tout changé. Aujourd'hui, justement, je voulais te parler de l'histoire de mon rebranding, parce que je suis passée par tout ce que je te raconte sur cette chaîne. J'avais un branding et une image de marque totalement différente l'année dernière, et j'ai décidé d'absolument tout changer un petit peu du jour au lendemain. Alors en vrai, ça s'est pas vraiment fait du jour au lendemain. En fait, j'étais plus en phase avec mon ancien branding. Pourquoi? Parce que du coup, il avait été créé pour plaire aux autres. J'avais réfléchi avec la psychologie des couleurs en me disant bah telle couleur transmet telle émotion et ma cible, je veux qu'elle ressente telle émotion donc je vais choisir telle couleur. Bref, je l'avais vraiment fait pour les autres et en vrai, il était un petit peu différent de la concurrence, mais pas trop non plus pour ne pas trop détonner. Je me disais justement que si j'avais un branding qui n'avait rien à voir avec ce que la plupart des gens dans mon domaine faisaient, bah ça allait forcément pas marcher. Alors je te disais du jour au lendemain, mais pas vraiment. En fait, il y a des symptômes, il y a des red flags entre guillemets, qui devraient t'amener à penser que tu as besoin d'un rebranding. Pour moi, ça s'est notamment manifesté par une grosse flemme de créer du contenu, alors que d'habitude, j'adore ça, vraiment créer du contenu, c'est un des trucs que je préfère dans l'entrepreneuriat. J'avais énormément de mal en fait à communiquer. Chaque fois que je me posais justement pour créer du contenu, ben, je savais pas quoi dire, je savais pas de quoi parler, je savais pas comment le dire. Bref, c'était vraiment très compliqué. J'avais cette foutue impression que je déteste de me répéter H24. Et j'avais aussi cette foutue tendance à me censurer, entre guillemets. Et en fait, j'en avais marre. Clairement, j'ai eu un ras-le-bol d'être lisse, d'être tout le temps politiquement correcte. Et aussi, j'en ai eu marre de parler uniquement de mon cœur d'expertise, qui à l'époque était l'organisation et la productivité. En fait, j'avais l'impression que j'avais bien plus à offrir que juste ces deux parties de moi. Faut dire que ça fait 5 ans que je suis entrepreneur, 6 ans bientôt, et forcément, mon business, il a évolué, et moi aussi. Et j'ai envie de te dire même à l'inverse, j'ai évolué, donc forcément, mon business avait besoin d'évoluer avec moi. J'avais besoin d'être davantage alignée, et j'avais besoin d'un univers justement qui reflétait ma vibe, mes valeurs, mon message, mais vraiment moi en tant que personne. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de basculer sur une stratégie de personal branding. Si jamais tu sais pas ce que c'est le personal branding, j'ai déjà fait une vidéo complète de A à Z pour t'expliquer, je te la mettrai en description. Mais du coup, le personal branding, pour résumer très rapidement, c'est de toi te mettre en avant en tant qu'entrepreneur, plutôt que juste mettre en avant tes services, ton expertise, etc. Le personal branding, c'est une stratégie marketing, c'est pas du tout une stratégie obligatoire. Là, on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est la tendance 2025. Mais si tu veux pas faire de personal branding, c'est ok. Après, si t'es là, je pense que c'est que tu veux faire ça. Mais voilà, je voulais juste dire, c'est pas obligatoire comme stratégie. Mais moi, c'est vraiment la direction que je voulais prendre pour mon business. Je voulais me mettre en avant en tant que founder, en tant qu'entrepreneur, et que les gens me suivent en fait pour qui j'étais, au-delà de ce que je vendais en fait, au-delà de mes services. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que j'avais vraiment cette envie, dans ma vision long terme, de devenir créatrice de contenu, toujours d'être entrepreneur, mais d'avoir vraiment cette casquette de créatrice de contenu rémunérée par les contenus que je crée, notamment sur YouTube, peut-être avec des sponsors, bref, je n'en suis pas encore là, mais j'avais vraiment envie de ça, et du coup, bah, pour ça, il fallait que je sois clairement le visage de ma marque, et j'avais envie de me démarquer plus, j'ai envie de te dire. J'avais envie de sortir du lot, même si c'est très inconfortable. Et donc le personal branding, ça te permet de faire ça justement parce que il n'y en a pas deux comme toi. Donc en fait, si c'est toi, ta personnalité, tout ce qui fait que toi t'es unique, que tu mets en avant, forcément tu vas te démarquer parce que personne d'autre n'est comme toi. Et donc tout ça mis bout à bout, je me suis dit là, je peux plus rester dans cette image de marque que j'ai actuellement, donc que j'avais à l'époque. Je me suis dit il y a trop un décalage entre ce que je montre, ce que je dis et ce que je ressens et ce que je veux vraiment montrer. Et donc, il fallait absolument tout changer. Sauf que quand on fait un rebranding pour changer son image de marque, avant même de penser aux couleurs, aux typos, aux textures, aux logos, machin et compagnie, ça commence pas par ça, en fait. Il faut d'abord apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que ton personal branding, c'est une extension de toi en profondeur. Donc en fait, la première étape, et qui est sûrement la plus longue et la plus compliquée, c'est de savoir qui tu es. C'est vraiment d'apprendre à te connaître, toi, mais avec toutes tes facettes et pas seulement
une partie de ta personnalité, ton expertise ou autre. C'est vraiment toi en sa totalité. Alors le problème c'est que quand j'ai commencé un peu cet exercice d'introspection, moi il faut savoir que je suis très self-aware, j'adore tout ce qui est psychologie, développement personnel, introspection, donc c'est des choses que j'avais déjà un petit peu faites, mais j'étais jamais allée autant en profondeur avec vraiment cet angle d'analyse de qui je suis et c'est quoi mon fil rouge entre guillemets. Et le truc c'est qu'en fait quand j'ai réfléchi à qui j'étais, ce que j'aimais, etc., ben j'ai remarqué direct une dualité. Par exemple, j'adore la couleur rose, comme tu le vois, mais j'adore aussi le noir. Mes cheveux, mes hauts, etc. Je suis très rose et noir, qui sont quand même des couleurs drastiquement opposées. J'adore les vestes en cuir, mais j'adore aussi les paillettes. J'adore porter des Vans et des Doc Martens, et j'adore aussi porter des bottes à talons à plateforme en mode Spice Girls. J'adore toute la scène punk rock, et j'adore aussi toute la scène très girly pop. J'écoute autant du Green Day, du Nirvana, du BMTH, tous ces groupes un petit peu punk rock, alternatif. Et à la fois, je suis ultra fan de Taylor Swift et de Sabrina Carpenter. J'ai vraiment en fait cette ambivalence entre l'esthétique un peu dark, edgy, emo girl, spooky, et l'esthétique de cute, girly, Barbie, paillettes, etc. Même dans ma personnalité et ce que je renvoie, il y en a qui parfois me pensent un petit peu froide. J'ai un peu ce truc de la resting bitch face. Et pourtant, je suis la première à chialer devant des TikTok d'animaux et devant les séries gnangnan. Un dernier exemple de ma dualité, c'est que je suis quelqu'un de très très minimaliste. J'adore quand il y a le moins de choses possible. Souvent, mon entourage y plaisante en disant que mon appartement, on dirait un appart-témoin. Et à la fois, j'adore le dopamine décor, donc qui est très maximaliste, vibe un peu vintage, années 70-80, avec plein de couleurs partout. Et en fait, tout ce que je te dis là, je pensais que ça pouvait pas coexister en fait. Ça pouvait pas coexister de façon cohérente, qui plus est. Jusqu'à ce que, en fait, je me rende compte que tout ça, c'est moi, en fait. C'est moi et c'est justement peut-être cette dualité, toutes ces choses-là qui, au premier abord, ne vont pas ensemble, mais en soi, pour moi, elles vont ensemble. Donc c'est que ça doit pas si être déconnant que ça, finalement. Et je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'était vraiment ce qui me rendait unique. Donc au-delà de qui j'étais et ce que j'aimais, je me suis demandé aussi, ok, je veux être créatrice de contenu, je veux créer du contenu, être entrepreneur, etc. Quel message je suis là pour faire passer? Et donc j'ai noté sur mes bullet points, je te reprends vraiment les bullet points que j'ai écrits. J'avais noté être la star de sa propre vie, ne pas avoir peur de briller et de se mettre sur le devant de la scène, transformer son audience en super fan, le côté rebelle, edgy, badass, un petit peu brut, les choses qui sont pas forcément parfaites, tout ce truc de se libérer en fait des normes et des codes sociaux, repousser les limites, ne pas avoir peur d'être vulnérable, être fun, courageuse, audacieuse, oser être 100% soi-même et ne pas s'excuser d'être authentique, s'affranchir du regard et du jugement des autres, profiter des plaisirs de la vie et être 100% libre. J'avais aussi noté créer un business au service de notre vie de rêve sans sacrifier notre liberté ou nos ambitions, en suivant nos propres règles. On peut atteindre nos objectifs sans s'épuiser, avec une approche qui nous permet de rester créative et spontanée et 100% authentique. Donc en termes vraiment d'entrepreneuriat, j'avais noté que, en gros, je voulais faire passer l'image de avoir un business à son image, qui part vraiment de soi profondément, qui nous fait purement kiffer, qui nous permet de réussir selon notre propre définition du succès, parce que chacune avons notre définition du succès. Et du coup, tout ça, ça nous permettait d'atteindre le Graal. Le Graal, c'est quoi? C'est la liberté. Mais la liberté totale, c'est-à-dire financière, psychologique, temporelle, géographique. C'est pas juste je suis libre parce que j'ai de l'argent. Il y a plein d'autres facteurs de liberté. Et pour moi, je voulais atteindre vraiment ce Graal, comme je disais, de la liberté totale. Et ce rebranding, dans ma tête, c'était vraiment ça. C'était une déclaration de liberté, d'un peu plus de fun aussi et d'audace. C'était vraiment dans la vibe de je prends ma place, j'ose être dans le spotlight, j'ose incarner la star qui sommeille en moi. Et du coup, forcément, une fois que j'avais défini ça, il fallait que mes visuels soient à la hauteur de cette vibe ambitieuse, girly et badass que je voulais transmettre. Et donc, une fois que j'avais fait ce travail en partant de moi, et je le répète vraiment, c'est important, faut commencer d'abord par toi et seulement après aller chercher des inspirations, etc.
parce que tout doit partir de toi pour que ce soit vraiment honnête et authentique. Donc une fois que j'avais fait ce travail de moi, d'extraire un petit peu tout ce qui faisait que j'étais moi, le message que je voulais faire passer, etc., bah seulement là, je suis allée chercher un petit peu des inspirations, des références culturelles que j'aimais bien, etc., pour justement construire un univers qui soit vraiment immersif et complet. En fait, le but d'aller chercher dans les choses que t'aimes, dans, comme je disais, les inspirations, les références culturelles, etc., c'est parce qu'en général, tu t'en rends pas forcément compte, mais il y a un fil rouge dans tout ce que tu aimes. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer un peu de creuser les choses qui m'inspirent, que je kiffe, etc., pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi j'aime ça. Est-ce que par hasard, tu te souviens des Bratz? Alors oui, ok, il y a ce truc de la Barbie. Barbie, tu vois, j'ai adoré le film, c'est un film qui m'a fait pleurer, je l'ai trouvé révolutionnaire. Barbie, je suis totalement ok avec le concept pour tout ce qui est l'ambition, les possibilités de carrière, mais pas du tout pour l'image de la femme, qui est justement parfaite, avec un corps totalement idéalisé. Bref. Et du coup, moi, j'aimais trop les Bratz. Pourquoi j'aimais les Bratz? Parce qu'en fait, les Bratz, elles sont rebelles, elles sont edgy, elles sont fun, elles sont audacieuses. La marque Bratz a été créée en fait un peu justement au contraire de Barbie pour briser un petit peu ce truc que Barbie avait créé de la femme parfaite. La Bratz, elle était là justement pour casser les codes. Elle était là pour montrer des représentations diverses, que ce soit au make-up, de la fashion, des couleurs de peau, des morphologies différentes. Et la Bratz, pour moi, elle représentait vraiment ce côté créativité, authenticité et individualité. Dans ma tête, la Bratz, c'est vraiment oser être soi à 100%, et peu importe ce que les gens en disent. Et du coup, ça m'a amené un petit peu naturellement, Bratz, à penser au Bratz Summer. Parce que du coup, il faut savoir que j'ai fait ce rebranding en été 2024, et c'était clairement le Bratz Summer. Alors, je suis pas trop fan de Charli XCX, mais voilà, il y avait ce truc de Bratz Summer dans ma tête, donc je me suis dit, je vais aller creuser un petit peu ça. Et du coup, le Bratz Summer, c'était quoi? C'est justement cette vibes un peu Y2K, très nostalgique des années 2000. Le Bratz Summer, il advocate vraiment une confiance en soi qui est presque insolente parfois, qui peut déranger. C'est tout ce côté un petit peu brut, pas parfait, mais qui est super authentique, qui justement va nous aider à se libérer des codes et des normes sociales. Et il y a aussi ce côté, comme je disais au tout début, de pas avoir peur en fait d'être vulnérable, tout en étant drôle et courageuse et audacieuse, puisqu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Puis après, du coup, je me suis demandé pourquoi j'aimais un petit peu toute la vibe punk rock. Avec le punk rock, en fait, j'aime beaucoup le côté fonce dans le tas. C'est-à-dire que, tu vois, les pogos, les mosh pits, etc., ça me donne une grosse énergie de OK, let's go. Et il y a tout ce côté un petit peu underground aussi, c'est pas une scène qui est très courante. Souvent, les groupes qui jouent, par exemple, qui viennent en tournée à Paris, ça va être des salles de 200, 300, 400 personnes. Et le punk rock, à la base, c'était un mouvement qui a été créé pour aller, encore une fois, à l'encontre des normes sociales. Le punk rock, il y a vraiment ce truc de sens de l'identité. C'est vraiment revendiquer qui on est et ce en quoi on croit, dans le but de créer une société où chacun est aussi libre que possible, en fait. Et donc là, je pense que tu vois déjà un petit peu que mes inspirations sont énormément liées au message que je voulais faire passer. Et donc il reste ma dernière inspiration, mon dernier univers que j'adore, c'est le côté girly pop. Toutes les pop stars, etc. Et en fait, je me suis dit, pourquoi j'aime ça? Je pense que j'aime ça parce qu'en fait, ça nous permet de reclaim un petit peu notre côté girly et féminin. Il y a tout ce côté fashion que j'adore, le côté make-up. Faut savoir que moi, à un moment, je voulais être make-up artiste, donc le make-up, c'est vraiment un gros truc que j'adore. Le côté justement rose, les paillettes, les talons, les mini-jupes, les décolletés. Et en fait, je pense que je suis archi attirée par ça parce que ça me donne cette sensation de reprendre le pouvoir en fait sur les stéréotypes associés aux femmes. Donc bien sûr, dans la vibe girly pop, il y a tout ce qui est Barbie, Bratz, les Winx, Hello Kitty, Polly Pocket, etc. Et il y a la fameuse pop star. Et pourquoi j'adhère tant à l'image de la pop star, c'est que pour moi, elle représente vraiment l'empowerment des femmes, l'empowerment féminin. Je pense par exemple à Taylor Swift, à Sabrina Carpenter. C'est des meufs qui sont au top, elles réussissent tout ce qu'elles font, elles osent, elles défoncent les scores, elles ont de l'influence sur tout ce qui les entoure, de près ou de loin. Elles sont inspirantes, elles ont des milliers de fans qui les suivent partout dans tout ce qu'elles font.
Et en fait, ce que j'admire chez elles, c'est que elles n'ont pas peur d'être vues, elles n'ont pas peur de briller, elles n'ont pas peur de prendre leur place, même si ça dérange, même s'il y en a qui parlent mal, même s'il y a des milliers de haters. Bah en fait, elles s'en tapent, elles se focus sur leur évolution, elles se focus sur leur carrière, elles se focus sur leur vie perso. Et si ça plaît pas, bah en fait, tant pis, ciao. Et en fait, en regroupant un petit peu tout ça, j'ai vraiment trouvé mon fil rouge où je me suis dit, bah en fait, le truc c'est d'être la star de son business en fait. C'est d'assumer qui on est sans filtre à 100%. Et du coup, j'avais besoin d'un univers visuel qui célèbre en fait cette liberté, ce fun, cette audace où on ose être soi-même à 100%. Et du coup, bah, je me suis dit que, en fait, un bon personal branding, c'est un personal branding où, en fait, ton audience te voit comme la star que tu es. Ton audience devient vraiment fan de toi et pense à toi dans son quotidien. Donc forcément, une fois que j'ai posé vraiment toutes les fondations, et je te dis, ça, c'est les deux parties principales, hein. Si t'as pas fait ça, ça sert à rien de te pencher sur les couleurs, les logos, les machins. Vraiment, il faut que ton univers visuel découle de tout ce travail stratégique et d'analyse en amont. Une fois que je me suis posée sur tout ça, j'allais créer mon univers visuel. Juste petit disclaimer, je suis web designer, graphiste de métier, j'ai fait une école de design, donc j'ai les armes pour. C'est pas forcément donné à tout le monde de faire un bon branding visuel par soi-même en mode DIY si tu t'y connais pas là-dedans, c'est ok. Mais voilà, j'ai aussi ce background de designer, donc je voulais le préciser. Mais du coup, là, tu te dis peut-être, mais est-ce que du coup son branding, il est rose et noir juste parce que en fait, elle a dit que c'était ses couleurs préférées? Eh ben, j'ai envie de te dire, oh oui. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que j'avais fait dans mes anciens brandings où j'avais créé mon identité visuelle par rapport à ma cible, ben là, je suis partie de moi, en fait. Pourquoi? Parce que le personal branding, c'est ça, c'est on part de soi, on part de ce qu'on aime vraiment au plus profond de nous, comme je te disais. Et pourquoi j'ai fait le choix de créer mon branding visuel, je te parle, par rapport à mes goûts et mon esthétisme? Bah parce qu'en fait, premièrement, ça me permet de pas me lasser dans le temps. Parce qu'en fait, toute l'esthétique que j'ai, le rose, le noir, etc., c'est moi, en fait. Tu vois, j'ai un canapé rose, j'ai un t-shirt noir et rose, j'ai un pantalon rose, j'en sais rien. Là, si je te prends devant moi, j'ai un pot de fleurs qui est rose, mon téléphone, il est rose, j'ai un iPad qui est rose, ma gourde est rose et c'est Kuromi Hello Kitty. Enfin, je pourrais te faire en fait le tour de chez moi. Chez moi, tout est noir et rose. Regarde, c'est même pas fait exprès, mais j'ai fait mon eyeliner rose aujourd'hui. Bref. Donc en fait, je savais que choisir ces couleurs-là, j'allais forcément pas me lasser de mon branding parce qu'en fait, c'est les couleurs que j'aime de manière générale dans la vie. Pourquoi pour moi c'est primordial de créer un branding visuel qui nous parle à nous? C'est que aussi, bah, ça permet d'être vachement plus à l'aise dans ta création de contenu. Parce que du coup, quand tu crées ton contenu visuel, bah, en fait, tu kiffes ce que tu fais. Tu te dis, waouh, c'est trop beau, j'aime trop les couleurs, etc. Donc, en fait, tu prends vachement plus de plaisir. Ça te permet aussi d'être plus facilement reconnaissable parce qu'en fait, moi, en choisissant le rose et le noir, comme je te dis, bah, en fait, si je me maquille ou je m'habille au quotidien, je vais faire des stories après sur Insta ou parler de façon spontanée, faire des vidéos sur YouTube, etc. Bah, en fait, je suis déjà dans mon branding. J'ai pas besoin, entre guillemets, de devenir quelqu'un d'autre ou vraiment d'incarner, entre guillemets, un personnage et de me dire, bah, faut que j'achète un t-shirt de telle couleur pour que ce soit la couleur de ma marque, etc. En fait, littéralement, toute ma garde-robe est déjà dans mon branding. Quand j'achète des fringues, elles sont soit noires, soit roses, ou alors elles ont des paillettes, ou c'est du cuir. Donc, en fait, ça reste dans mon branding. Du coup, ça te permet d'être plus facilement reconnaissable et aussi d'être vachement plus authentique et toi-même de manière naturelle. Donc vraiment, pour ma palette de couleurs, j'ai choisi le rose, un rose très flash en couleur dominante. Donc pour le côté girly, fun, audacieux, le côté brat, pop star. Et j'ai choisi le noir pour le côté edgy, rebelle, punk rock, un peu emo kid. Et je trouvais qu'en fait, justement, ce contraste entre le rose très flash et le noir, ça représentait vachement bien la dualité dont je te parlais au tout début. Et au-delà de ça, faut le dire aussi, c'est des couleurs osées qu'on ne voit pas chez mes concurrentes, donc ça me permet d'être facilement reconnaissable. Je sais que maintenant, quand on voit le rose que j'utilise passer dans un feed Instagram, on sait direct que c'est moi, même si on regarde pas mon pseudo. Et rapidement sur les typos aussi, parce qu'en fait, en design, il faut que tous tes choix soient argumentés, entre guillemets. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle tu as choisi telle couleur, tel typo, etc. Pour les typos, j'ai choisi la typo principale pour les titres qui s'appelle Anton. C'est une typo très bold, très condensée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce message d'affirmation de soi, de prendre sa place. C'est un truc qui est imposant, percutant.
J'ai choisi pour les textes courants Poppins, qui est une typo très simple, ronde, moderne. Et en typo un petit peu secondaire que je mets vraiment par touche, j'ai choisi la Times New Roman Condensed. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté un petit peu élégant, fashion, girly, un petit peu la vibe éditoriale que moi j'aime beaucoup en fait des magazines de fashion, etc. Et là encore, le contraste entre les styles de police, ça représente ma fameuse dualité, ça représente mon identité de star à multiples facettes, qui est à la fois soft et bold, à la fois glam et rebelle. Une fois que j'avais posé les couleurs et les typos, je voulais aller un petit peu plus loin dans l'univers, comme je te disais, l'univers vraiment immersif. Et du coup, je me suis attardée sur les textures et les éléments graphiques. Donc en symbole, j'ai choisi par exemple la boule à facettes. C'était déjà un symbole que j'avais avant et je tenais vraiment à le garder parce que ça a une symbolique très forte pour moi. C'est le truc de vraiment, on est unique et c'est nos multiples facettes en fait qui vont nous faire briller quand on met le spotlight sur nous. Forcément, dans la déclinaison, il y a toutes les étoiles, encore une fois avec l'idée de briller, de se démarquer, d'être une star. Et après, j'ai des symboles un peu secondaires que j'utilise rarement, mais j'ai par exemple les éclairs. Je trouve que ça donne ce côté un peu rebelle, énergique, passage à l'action rapide. Et tout ce qui est un petit peu bouche ouverte, les micros, etc. Parce que ça renvoie à la prise de parole, à l'audace, à oser s'exprimer. Être une star aussi avec le micro quand tu montes sur scène, vouloir faire du bruit aussi et se faire entendre. Dans les textures, après, j'ai choisi forcément des textures un peu brillants, paillettes, holo, chrome, etc. pour renvoyer là encore à l'idée de briller, au glamour et au fait d'être une star. J'ai aussi dans mes textures le côté un peu cuir et effet un peu grainy, un peu grain, pour le côté edgy, rebelle et punk rock. Ce que j'utilise principalement, et c'était pas le but de base, mais en fait dans l'utilisation au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était là-dessus que je m'étais arrêtée. J'utilise beaucoup en fond texturé, un peu un effet papier journal, magazine, parce que ça renvoie encore à ce côté éditorial pour moi et un peu cette vibe de être une star en couverture de magazine. On parle de nous, on est là, on s'impose. Et j'ai vraiment essayé en fait de mélanger les inspi rétro années 2000 avec le moderne. Donc d'avoir des trucs très énergiques, très flashy, une vibe comme je te disais fashion, édito, glam, magazine, mais toujours avec un twist un peu rebelle pour casser les codes. Et j'aime bien aussi cette vibe un peu de collage, de scrapbooking parce que ça renvoie au côté créatif et de créer en fait sa propre réalité, ses propres règles, etc. Dernier point du coup, et vraiment, vraiment pas des moindres, dans la création de ton univers immersif et complet, on a le visuel, on a les textures, blablabla, il faut les mots. Les mots, c'est super important parce que quand tu communiques avec des mots. Et du coup, j'ai travaillé sur mon champ lexical. C'est ce que je conseille absolument à tout le monde de faire quand tu travailles sur un univers qui cherche à être immersif, c'est de développer un champ lexical et des métaphores, des analogies autour de l'univers que tu as choisi. Bien sûr, pour ça, il faut définir ton univers. Donc souvent, je demande à mes clientes, imagine ton business si c'était un endroit, ça serait quoi ? Moi, par exemple, si tu l'as pas encore compris, mon univers, du coup, c'est une scène de concert où mes clientes viennent prendre leur place sous les spotlights face à une audience de super fans qui les adulent. Donc forcément, fallait que je développe un champ lexical autour de l'univers de la scène des concerts. Donc les mots et les expressions de mon champ lexical, c'est par exemple briller sous les spotlights, monter sur scène, être sur le devant de la scène, prendre le micro, faire le show, avoir des fans, attirer des fangirls, forcément le mot shine qui revient dans mon pseudo, etc. Et pour te donner un petit peu plus d'exemples concrets, tu vois, dans le Shine Club, qui est du coup mon offre où je t'accompagne au quotidien pour incarner ton personal branding dans notamment ta création de contenu et dans tes actions. C'est une offre à petit prix qui est à 37 € par mois. Le lien est dans la description si jamais ça t'intéresse. Mais du coup, dans cette offre-là, j'ai tout réfléchi pour que les noms des sections, entre guillemets, soient cohérents avec mon univers de marque. Par exemple, du coup, j'ai appelé la partie exercice rehearsals, c'est vraiment les répétitions avant un concert. La partie feedback, où je donne mon feedback sur les exercices des gens, etc., ça s'appelle les backstage, parce que du coup, on fait ça un peu, c'est le travail de l'ombre finalement. La partie où je fais des études de cas clients sur des personal branding, je l'ai appelé Spotlight, parce que je mets quelqu'un en avant. Le salon où on fait les lives, je l'ai appelé Showtime, parce que ça y est, c'est l'heure du show, en fait, on est en live. J'ai aussi du coup tout un truc de gamification où quand les filles font des actions, elles passent des niveaux. Mes niveaux de récompense, ils s'appellent Shimmer, Sparkle, Glitter, Spotlight, Superstar et Hall of Fame. C'est que des noms autour de briller, d'être une star, etc.
Et par exemple, un de mes derniers freebies, dont je te mets le lien aussi en description, je l'ai appelé la setlist. C'est un freebie où je te donne 52 idées de contenu pour incarner ton personal branding de façon naturelle et sans être boring. Mais du coup, je l'ai appelé la setlist parce que je me suis dit, ah, ça me fait penser justement à une liste d'idées. Bah, c'est un peu la liste des chansons d'un concert. Et ça, c'est vraiment un truc qui va t'aider à te démarquer, mais fois 1000, et tu vas pouvoir embarquer justement les gens dans ton univers. Je sais que la vidéo est très longue, mais je voulais vraiment te faire ça en mode étude de cas complète pour te montrer toutes les phases par lesquelles j'étais passée pour créer ce rebranding, parce qu'en fait, on imagine trop que ça se fait du jour au lendemain, mais c'est pas ça en fait. Genre vraiment faire un rebranding, c'est un très long processus. Tu vois, moi, là, j'ai lancé mon offre signature et je fais sur 3 mois. Alors oui, je pourrais très bien tout condenser et faire un accompagnement sur 1 mois. Techniquement parlant, c'est possible. Mais je voulais laisser le temps justement à mes clientes de décanter les idées, de process, etc. Parce que pour moi, c'est primordial. On a besoin de ces temps, en fait, un petit peu de réflexion, de repos, où on n'est pas à fond en train de faire le truc. Justement, que ça puisse alimenter d'autres idées et la créativité, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'aura donné une très très bonne overview, une overview très complète de comment on fait en fait, comment on peut s'interroger quand on veut faire un rebranding, quand on veut construire son personal branding et surtout d'avoir un exemple concret de ce que ça donne dans la matière. Tu peux bien sûr aller voir du coup mes vidéos YouTube, mais aussi notamment mon compte Instagram qui est mon canal principal pour voir un peu comment j'incarne ce branding, que ce soit dans mes visuels, dans mes légendes de poste, avec le champ lexical, etc. N'hésite pas à aller voir tout ça un peu en mode étude de cas. Vraiment, je trouve que le cheat code pour construire un personal branding qui soit super reconnaissable, qui t'aide à vraiment te démarquer de la concurrence et qui t'amène des personnes qui sont fans de toi et de ton univers et des personnes du coup qui vont être fidèles et loyales, c'est vraiment de trouver ton univers immersif. Alors c'est pas facile et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail d'introspection avant, parce que tu vois, si j'avais pas fait l'analyse de ce que j'aimais, mes inspirations, etc., jamais j'aurais trouvé cet univers de concert, alors qu'en vrai, maintenant que je l'ai trouvé, ça me saute aux yeux. Hein. Vraiment, je me dis, mais t'es trop bête, pourquoi tu n'y as pas pensé avant, etc. C'était vraiment sous tes yeux, parce que je fais tout le temps des concerts, littéralement, les concerts, c'est mon poste de dépense financier numéro 1, mais jamais j'avais imaginé que je pouvais en fait mettre ça dans mon branding. Je t'assure qu'une fois que tu as trouvé l'idée de ton univers, tout le reste, en fait, ça découle, mais tellement facilement. Et je le sais d'expérience, mais je le sais aussi parce que je travaille ça avec mes clientes dans le Shine Club. Et il y a des nanas, elles ont eu des idées d'univers, donc je leur ai donné des exercices avec des questions, etc. Et en fait, elles ont trouvé leur idée d'univers et tout leur paraît plus fluide. Elles ont eu des idées de contenu, des idées de newsletter, des idées de concepts d'offres, des noms d'offres, etc. Enfin bref, elles ont explosé là-dessus au niveau créativité et elles ont des bêtes d'idées, genre je suis trop fière d'elles. Je suis vraiment convaincue que trouver ton fil rouge, trouver ton univers, le lieu entre guillemets de ton business, c'est le cheat code pour avoir un personal branding qui te démarque. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout si t'es encore là. C'était une très très longue étude de cas, mais je tenais vraiment à ce que tu puisses voir concrètement comment ça se passe dans la réalité avec des exemples concrets pour créer un personal branding qui soit vraiment impactant et différenciant. Si jamais tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les laisser en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde et je serai ravie de t'aider là-dessus. Tous les liens que j'ai mentionnés dans la vidéo sont dans la description. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!